Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Didier. En cette fin de mois de janvier, il y a encore temps pour nous, pour Inès Rothermund-Reynard et moi-même, de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en vous souhaitant une année douce, agréable, enrichissante aussi, et on espère parsemée de quelques rendez-vous ici, avec nous, dans cet auditorium, parce qu'en 2023, nous sommes très contents de poursuivre le séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme, 1933-1945, conséquences, mémoire et traces de la spoliation, organisé, comme toujours, par l'Institut national d'histoire de l'art et la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture, en partenariat avec l'Institut national du patrimoine. Et nous vous remercions d'être assez nombreux ce soir. Merci d'être venus, malgré la fraîcheur extérieure, pour cette nouvelle séance. Et merci également à ceux qui nous regarderont un peu plus tard sur Internet. Alors, comme nous essayons de le faire, vous le savez, de séance en séance, nous ouvrons aujourd'hui encore un nouveau chapitre, un peu différent des autres. Un chapitre qui porte sur une catégorie particulière de personnes spoliées, sur une catégorie particulière de lieux pillés, les artistes et leurs ateliers. Alors, il ne s'agit pas cette fois-ci de collectionneurs ou de marchands, même si certains artistes, évidemment, ont collectionné d'autres artistes. Il ne s'agit pas d'amateurs dont quelques œuvres auraient été volées dans le reste d'un appartement, par exemple, mais bien d'artistes qui ont été visés souvent en tant que tels, comme artistes, ou comme juifs, ou comme artistes juifs, comme les deux, enfin, selon les cas, et qui, par rapport à d'autres, ont cette particularité d'avoir perdu leur création, leur réalisation, voilà, ce qui émanait d'eux, et ce qui apporte aussi un regard sans doute assez différent sur la recherche qui peut être menée aujourd'hui pour comprendre ce qui s'est passé et éventuellement rechercher aujourd'hui des œuvres. Et évidemment, leurs œuvres, quand on parle de leurs œuvres, c'est ce qu'on dit souvent, les propriétaires ont perdu leurs œuvres. Et évidemment, leurs œuvres, dans ce cas-là, a un double sens que l'on va étudier ce soir, c'est leur propriété et c'est leur création, ce qui est un peu différent de ce que l'on peut voir dans d'autres cas. Et pour en parler, nous allons donc entendre Sylvie Arburger et Sophie Julliard. Sylvie Arburger va nous parler de Francis Arburger, le peintre, son père, et aussi objet de sa recherche, si on peut le dire comme ça. Et Sophie Julliard, ensuite, élargira le propos à d'autres exemples, d'autres artistes, d'autres ateliers sur lesquels elle travaille. Et cela nous permettra aussi d'aborder peut-être d'autres parcours de spoliation, d'autres parcours, circuits tortueux, comme on sait bien souvent, de récupération, de restitution, qui nous mèneront de France en Allemagne, et puis, vous le verrez, peut-être de l'autre côté de la Méditerranée, dans certains cas. Et pour ne pas en dire plus et ne pas être trop long, je cède tout de suite la parole à Inès Rothermund-Reynard pour présenter un peu plus en détail Sylvie Arburger et Sophie Julliard. Merci beaucoup. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus, aussi nombreuses et nombreux, et bonne année à tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver, de connaître aussi des nouvelles têtes, et je vous remercie vraiment pour votre fidélité, parce qu'on commence quand même la 5e année de ce cycle de séminaires Patrimoine spolié pendant l'occupation. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Donc, j'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir deux intervenantes. Je vous présente d'abord Sylvie Arburger. Après une vie professionnelle tournée vers l'urbanisme, Sylvie Arburger est depuis peu auteure. Elle a publié en 2015 le catalogue raisonné de l'œuvre peinte de son père, l'artiste Francis Arburger. Dès le décès de son père en 1998, Sylvie Arburger s'engage dans la réalisation d'une première monographie sur l'œuvre de l'artiste avec l'aide de 2 experts, Caroline Laroche, historienne de l'art, et Didier Schulman, expert de la spoliation des œuvres d'art. Cette monographie est publiée en 2002. L'événement décisif intervient en 2008 lorsque le conservateur du musée La Piscine à Roubaix, Bruno Gaudichon, lui propose d'exposer les œuvres d'Arburger, exposition qui sera ensuite transférée au musée des Beaux-Arts de Beauvais et à Trouville au musée Villa Montebello. Cette exposition donne lieu à la parution d'un catalogue. Sylvie se lance alors en 2010 dans l'élaboration du catalogue raisonné et s'engage dans les recherches tous azimuts.
recherche de collectionneurs, recherche dans la presse, les catalogues d'exposition, etc. Confronté à la disparition des œuvres réalisées par Harburger avant 1939, du fait de la spoliation et du pillage de son atelier, elle a entrepris des recherches à travers les fonds historiques et archivistiques de la spoliation. Donc fonds et archives qu'on a ici évoqués à plusieurs reprises. Je connais Sylvie depuis l'université d'été au Centre Pompidou en 2015. Elle a également participé au projet que je dirige à l'INHA, le répertoire des acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation, que vous connaissez peut-être, donc qui est en ligne depuis 1 an déjà et qui s'enrichit régulièrement. Elle y a publié un texte sur l'œuvre de son père ainsi qu'une notice sur le COSI, le Comité ouvrier de secours immédiat, un réseau spoliateur parallèle dont elle nous parlera ce soir. Dans un premier temps, donc, elle nous présentera brièvement le parcours de l'œuvre de son père, donc Francis Harburger, pour enchaîner ensuite sur les découvertes qu'elle a faites quant au trajet des tableaux suite au pillage de l'atelier de son père à Paris pendant l'occupation. Ensuite, nous avons le grand plaisir d'accueillir Sophie Julliard, le prêtre, qui est venue de Grenoble ce soir. Donc Sophie Julliard, que j'ai également connue à l'université d'été organisée à l'époque par Didier Schulman et son équipe. Donc ça fait un moment qu'on se fréquente et qu'on croise aussi nos regards et nos recherches. Donc Sophie, après une première maîtrise en histoire à l'université de Bourgogne en 1996, elle a poursuivi ses études en histoire de l'art à l'université de Grenoble, où elle a obtenu son Master 2 avec un travail sur le peintre allemand Otto Dix et sa réception dans les 2 Allemagnes après-guerre, et ceci en 2013. Depuis 2015, elle travaille sur le pillage des ateliers d'artistes en France pendant l'occupation, donc le sujet qui nous occupe ce soir. Donc, dans le cadre de sa thèse, pardon, je ne l'ai pas mentionné, donc dans le cadre de sa thèse à l'Université Lumière Lyon 2. Elle a déjà communiqué sur ce sujet au musée dauphinois à Grenoble dans le cadre de l'exposition sur Rose Valland en 2020, ainsi qu'au Mémorial de la Shoah à Paris en 2019. Elle a également enseigné des cours d'histoire de l'art contemporain à l'Université de Grenoble et a travaillé au musée dédié à l'artiste Lucien Massieu à Voiron. Donc, merci à toutes les deux d'être venues ce soir, d'avoir accepté notre invitation. Et je passe tout de suite la parole à Sylvie, puisqu'on a beaucoup de choses à voir et à entendre ce soir. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, je vais vous présenter rapidement l'artiste Francis Harburger, puis évidemment, je centrerai mon propos sur la question des spoliations. Donc, et je précise d'entrée que je suis une récente chercheuse et que donc je n'ai pas le background de beaucoup d'entre vous en la matière, puisque j'ai commencé à travailler, disons quand même depuis une vingtaine d'années sur la question de l'œuvre de mon père, et depuis 2010 plus particulièrement sur la question des spoliations. Donc Francis Harburger est un artiste qui est né en Algérie, à Oran, en 1905. Son père était avocat d'une famille venant d'Alsace et sa maman était une artiste peintre, disons, une femme érudite et lettrée et installée en Algérie depuis plusieurs siècles. Et son frère Adrien était étudiant en médecine à Paris. Son parcours artistique, il a une formation assez complète, puisqu'il a été étudiant d'abord très jeune, il avait 15 ans, même pas, à l'école des beaux-arts municipale d'Oran, sous la responsabilité d'Augustin Ferrando, qui était son professeur. Et puis il arrive à Paris en 21 pour rentrer à l'école des Arts Déco, et en 23 à l'école des Beaux-Arts,
dans l'atelier de Lucien Simon. En 28, il est nommé pensionnaire à la Casa Velázquez et quand il revient de Madrid, il continue en étudiant la fresque à l'école de la fresque de la ville de Paris, ce qui est important dans la suite de sa carrière parce qu'il sera aussi un peintre décorateur. Alors, quand il s'installe à Paris, il a d'abord un petit atelier à Boulogne-Billancourt et ensuite il rejoint Montparnasse et il a un atelier 9 rue Campagne Première. La première occurrence que je pense, que j'observe de ses présences dans les salons, c'est en 1925, au Salon d'automne, et ensuite, à partir de 26, au Salon des indépendants, à peu près chaque année, ou quelquefois au Salon des surindépendants. En 1930, il fait une première exposition particulière rue de la Boétie, à la galerie 23, ce qui m'a beaucoup troublée parce que je me suis demandé comment il faisait si jeune pour exposer dans une galerie qui était à côté du 21 rue de la Boétie. Et puis en 1933, il est toujours à Paris, il se marie et le couple s'installe à Montmartre dans une cité qui existe toujours, qui s'appelle la Villa des Arts maintenant, qui est 15 rue Josip Moreau. Et pour gagner sa vie, il enseigne évidemment l'histoire de l'art, le dessin, et participe, comme je le disais un peu tout à l'heure, à plusieurs décorations murales, et en particulier à l'exposition de 1937, où à la fois il fait une fresque et plusieurs tableaux. Alors là, le voilà dans son atelier de la rue Josip Moreau, devant une fresque qu'il est en train de réaliser et qui est destinée à un immeuble privé à Alger, rue Babazoun. Voilà ma mère devant la même fresque et on aperçoit un peu l'architecture de l'atelier avec la mezzanine au-dessus. Voilà une photo de l'atelier avec des toiles et le matériel. Voilà une photo de la partie plutôt appartement, puisque c'était un atelier appartement. Donc là, on voit le piano qui fait l'objet aussi de quelques recherches, et puis l'escalier qui monte donc au premier étage où se trouvent les chambres. Et voilà le bureau devant de cette enfilade de pièces du rez-de-chaussée. Alors, la guerre arrive, et il est mobilisé en juillet 1939, et il passe 11 mois en division d'infanterie. En mars 1940, donc c'est une date qui est importante pour la suite de la question des spoliations, il a une permission et il entrepose quelques-unes de ses œuvres dans la chambre forte de l'Alliance israélite universelle, qui est une grande institution, une grande bibliothèque juive de Paris, comme peut-être vous connaissez. Il est démobilisé en juillet 1940, mais devant le risque, le danger de rester à Paris, il décide de partir à Alger, où il y a encore beaucoup de familles, avec sa femme, ses enfants et ses parents. Et il s'installe en octobre 1940 à Alger. Et là, de façon peut-être étonnante, pour les historiens spécialistes de cette question, il peut exposer, il peint, il expose et il vend. Donc il a perdu son poste d'enseignant, mais il a une vie artistique, disons, très active. Chaque année, il expose à Oran, à Alger. Alors après la guerre, donc, il décide de revenir en métropole. Et là, il savait parce qu'il l'avait appris par courrier, mais il constate donc qu'ils n'ont rien, ni l'atelier, ni l'appartement, tout est pillé. Et même, il y a un artiste qui habite dans les lieux. Alors, ils vivent d'abord à l'hôtel et puis ils partent en fait en banlieue dans un petit appartement. Ils ne trouvent pas d'atelier, quoi. Alors ça, c'est une photo assez originale d'un peintre qui s'appelle Grill, qui a représenté une fête dans l'atelier de l'artiste qui a succédé à Harburger, puisque le propriétaire a reloué le logement. Et on reconnaît bien l'architecture de l'escalier et de la mezzanine. Alors sur la spoliation elle-même, donc ce que j'ai et ce qui existe, c'est ce qu'ont la plupart des familles, c'est un certificat de la concierge qui dit que votre appartement a été déménagé par les Allemands, et aussi le témoignage d'un voisin qui est photographe
et qui dit que la totalité du mobilier professionnel de l'atelier de M. Arburger a été enlevée par les Allemands environ début 1943. Donc là, j'ai un doute un peu sur la date parce que je n'ai pas de preuve de la date à laquelle a eu lieu cette spoliation. Alors, pour élaborer le catalogue raisonné, qui était le prétexte en quelque sorte pour lequel je me suis lancé dans cette recherche sur cette production d'avant-guerre, j'avais donc pas grand-chose, si ce n'est presque rien, quoi. Et je devais identifier tous les tableaux réalisés avant-guerre pour faire cet exercice de catalogue. Donc je devais à la fois identifier les tableaux, les localiser pour savoir où ils étaient, si on pouvait le savoir, et puis ce que je ne pouvais pas trouver, à quel endroit dans les archives je pouvais les retrouver. Donc j'ai exploité 5 sources d'informations: les ventes, la presse, quand il y a des comptes rendus d'exposition dans les journaux, les photos des tableaux, les catalogues d'exposition et les archives de la spoliation. Donc voilà les archives, voilà ce que j'ai trouvé. Donc les ventes. Il y avait déjà eu des ventes à l'État. Donc ça, c'est assez simple, c'est aux archives nationales, on a la liste de toutes, on retrouve toutes les ventes. Et les tableaux, aujourd'hui, sont dans des musées, qui ne savent d'ailleurs pas pourquoi ils ont hérité de tableaux d'Arburger. Mais il y en a donc au musée Goya de Castres, au musée des années 30 à Boulogne-Billancourt, à Villefranche-de-Rouergue, à Honfleur, Brantôme, Alger, Oran, enfin voilà. Et puis il y a les commandes publiques, puisqu'il a exposé, comme je disais, il a eu des commandes avant la guerre. Il a vendu aussi à des collectionneurs privés. Et puis, au point de vue du marché, à l'heure actuelle, sur le marché, il y a des tableaux qui circulent. Donc quelquefois, je vois passer des tableaux qui datent d'avant 1939. La presse, donc j'en ai parlé. Les photos des œuvres, il y avait dans les archives familiales, dans les archives privées, un certain nombre de photos. Je fais l'hypothèse que mes parents ont sollicité les photographes après la guerre pour demander des photos. Enfin, c'est un petit peu comme ça que j'imagine les choses. Et les archives photographiques publiques. Donc le fonds Vizavona, pour moi, c'est là que je trouve le plus de photos. Il y a une douzaine de photos. Le fonds Marc-Vaux et le fonds Delbo aussi. Et puis les catalogues d'exposition, bien sûr, pour localiser les œuvres dans les expositions, et les archives de la spoliation. Donc c'est ça dont je vais parler. Donc voilà, je vous ai mis quelques diapos de tableaux. Celui-là était à l'expo de 1937. Ça s'appelle Le Bain mort. Celui-là, c'est une fresque qui était à l'expo de 1937 dans le Salon de la Beauté qui se situait dans la rue Marchande. Ça, c'était au musée Goya de Castres, un achat de l'État, un ciego espagnol, fait à la Casa Velasquez. Celui-là est au musée des années 30 de Boulogne-Billancourt. Et celui-là est au musée des Beaux-Arts d'Alger. Alors, les archives. Les archives de la spoliation. Donc, mon père déclare, après la guerre, qu'on lui a volé une centaine d'œuvres. Et 4 autres personnes déclarent qu'on leur a volé, dans le vol de leur appartement, des tableaux d'Arburger. Donc les archives de la spoliation, que vous connaissez bien. Donc là aussi, j'ai des dossiers d'archives privées très renseignés. Donc mes parents ont essayé, je vois, de reconstituer la production artistique d'avant-guerre dans un certain cahier qui est une couverture blanche que j'ai appelé le cahier blanc. Ils ont gardé les dossiers administratifs de toute leur correspondance avec la CRA après la guerre et tous ces échanges de courriers. Ils ont fait eux-mêmes des démarches, donc je raconterai, pour retrouver les œuvres. Et puis dans les archives publiques, donc de façon classique, j'ai regardé d'abord le RBS parce que c'était ce qu'il y avait de plus facile, le répertoire des biens spoliés, les archives diplomatiques, les archives de la CIVS, grâce à Muriel Bastier qui m'a donné le double du dossier qu'elle avait, les archives de la ville de Paris, bien sûr, et puis les archives américaines et la chose peut-être dont on n'a pas encore parlé dans ce séminaire, les archives israéliennes. Merde. Voilà. Donc voilà ce qui s'appelle le cahier blanc. Inès voulait que je vous montre quelques images.
Donc voilà, est-ce qu'il y a un pointeur dans le truc, là? Non? Enfin bon, donc vous voyez donc les pages de ce cahier blanc. Donc ce qui est intéressant de noter, bon évidemment, c'est l'attention qu'ils ont pour reconstituer la carrière. Et puis on voit aussi, enfin on ne les voit pas bien, mais des annotations manuscrites où l'artiste dit « ici devrait se trouver la série des dessins que j'ai fait pendant mon service militaire, ici devait... » Il fait des commentaires, disons, sur les œuvres. Donc, et puis il y a même des articles de presse qui sont consignés dans ce cahier. Alors là, il y a une biographie même qui s'arrête en 51, donc je pense que c'est un document qui date de 51. Ah, ça marche pas. Donc voilà la suite un autre extrait avec un tableau et puis un grand extrait de presse au Salon des surindépendants où mon père est devant son tableau, c'est au milieu. Voilà, et donc d'autres œuvres en noir et blanc, donc qu'ils ont avec des photos, voilà. Et puis donc sur ce fameux tableau qui était à l'exposition de 37, un article de journal et des extraits de presse, quoi. Alors, dans le répertoire des biens spoliés, dans le tome 2, il y a 23 occurrences de tableaux d'Arburger. Il y en a 14 qui proviennent de son atelier, dont un avec une photo, et il y en a 5 qui appartiennent à 4 collectionneurs qui ne sont pas, c'est pas mes parents. Et il y a également des œuvres de sa collection, c'est-à-dire qu'il avait évidemment, comme tous les peintres, des tableaux de ses confrères, quoi. Donc il y avait un favori, de Suréda, Mendes France, Giraudet, dont 2 de cette série-là, c'est-à-dire le favori et le Giraudet, avec des photos, qui sont également dans le RBS. Ensuite, les archives américaines sont, pour moi, la principale source d'information. C'est là que j'ai trouvé le plus grand nombre de tableaux spoliés. Il y en a 10 de sa main et un tableau d'André Favori, qui est, comme je le disais, un tableau de sa collection. Alors voilà les 10 œuvres, enfin les 11 avec le Favori, qui sont à Wiesbaden, donc qui sont trouvées par les Américains à Wiesbaden. Et je vais vous en présenter 2 en particulier. C'est celui-ci, parce que historiquement, c'est grâce à celui-là que j'ai compris qu'il fallait que je fouille à Wiesbaden. Alors pour la petite histoire, Didier Schulman, qui me coachait dans tout ce travail, un jour m'a dit, évidemment, Sylvie, vous avez regardé les property cards de Wiesbaden. Alors moi, j'ai noté, j'ai dit non, pas encore, et je savais absolument pas ce que c'était que les property cards de Wiesbaden. Et quand j'ai ouvert mon ordinateur en disant property card Wiesbaden Harburger, je suis tombée sur le portrait de ma grand-mère. Donc c'était une émotion. Et puis je me suis dit, ah ben là, il se passe quelque chose, il doit y en avoir d'autres. Et donc j'ai continué cette recherche. Voilà, donc la property card de Wiesbaden, je vais vous la présenter plus en détail dans le prochain slide, parce que là, c'est la property card du tableau de favoris. Et ça m'intéresse beaucoup parce que elle est très riche en informations. Donc, elle montre évidemment le numéro d'enregistrement, donc c'est le 88 de cette série. Ensuite, l'auteur, c'est Favori, André A. Favori. La photo du tableau, on ne la voit pas bien, mais en réalité, on la voit un petit peu mieux que ça. Ça vient d'où? Ça vient de l'école des études juives de Francfort. Les dimensions, la technique, les informations au dos. Il y a écrit FH, c'est-à-dire les initiales de Francis Harburger. La description, ce sont des baigneuses. L'état du tableau est bon. Et son devenir, il est transféré sous la responsabilité du Girso à Nuremberg. Donc je vais vous expliquer. Et le propriétaire de l'œuvre, oui, le point d'interrogation que j'ai mis, ils ne savent pas qui est propriétaire de l'œuvre. Et ensuite, il vient donc de Francfort. Il a été en dépôt à Offenbach, dans le dépôt des livres et des archives. Il est arrivé à Wiesbaden le 21 février 1946 et il en repart le 4 juillet 1951. Et alors, voilà le tableau.
parce que Harburger a mis la photo du tableau dans sa déclaration, dans le dossier photographique du RBS. Donc, ce que j'essaye de faire rétrospectivement, c'est de comprendre ce qui s'est passé, quoi. Donc, voilà comment l'interprétation que je fais. Harburger dépose en mars 40 des tableaux dans le coffre-fort, dans la chambre forte de l'Alliance israélite universelle. Il y a un témoignage de René Cassin, qui était le président de l'Alliance à l'époque, qui donne la description de ce que dépose Harburger. Une toile importante du maître André Favori, Les Baigneuses, 10 peintures de Harburger, 2 cartons à dessin, etc. Un cahier de notes de ses conversations avec Favori, des dessins, des gravures, des aquarelles de Ben Oliel, Hermine David, Juan Gris et autres, et la palette d'André Favori, signée Cassée en deux. Donc, les choses vont plus vite que ce qu'ils avaient prévu, à mon avis, puisqu'ils pensaient les mettre à l'abri dans la chambre forte de l'Alliance, mais les Allemands arrivent à l'Alliance en juillet 40. Et ils vident, ils mettent tous les bouquins dans des caisses, et donc, voilà, donc là on a dans le livre de Martine Poulain la description de la prise de 600 caisses de livres de l'Alliance israélite universelle pour aller à Francfort dans la Hohe Schule, je ne sais pas si je prononce bien, parce que, qui est l'école des cadres, disons, de formation des nazis sur la question juive. Donc les cartons partent au mois d'août à Francfort. Entre le 5 et le 20 août, les caisses partent pour Francfort. Les Allemands, craignant les bombardements sur Francfort, en mai-juin 1943, transfèrent toutes les caisses à Ungen, dans un château qui est dans la Hesse, pas très loin de Francfort. Les Américains investissent Ungen en février 1945 et découvrent donc toutes ces toiles et tous ces livres surtout, puisque c'est d'une quantité faramineuse de bouquins. Donc là, on a un témoignage de la découverte par les Américains du dépôt de Ungen, où d'emblée, il est explicitement noté qu'il y a beaucoup de biens français, notamment dans la presse, dans Libération, on dit qu'il y a 202 gars à Ungen. Et à ce moment-là, les tableaux partent de Offenbach pour aller, enfin, pardon, j'ai pas dit, donc de Ungen, ça va à Offenbach qui est le dépôt des livres, mais de Offenbach, comme il y a des tableaux, les tableaux partent à Wiesbaden. Et donc, ils arrivent à Wiesbaden, comme on a vu sur la Property Card, en février 1946. Et ils restent à Wiesbaden quelque temps, jusqu'à ce que les Américains décident de fermer les collecting points, et à ce moment-là, c'est à ce moment-là, en 1951, que ces tableaux sont mis sous la responsabilité du Girso, et ce Girso est à Nuremberg. Alors, qu'est-ce que c'est le Girso pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler? C'est le Jewish Restitution Successor Organization. Ça a été créé en zone américaine par un décret américain qui déclare que le successeur juridique des biens juifs sans héritier sont transférés au Girso, c'est-à-dire qu'il est autorisé à récupérer ces biens, puisqu'on fait l'hypothèse que tous ces gens sont morts. Donc l'information sur le Girso la plus complète que j'ai trouvée, c'est celle que fait Patricia Grimstead dans son guide, j'ai mis la référence en bas. Et à ce moment-là, de Nuremberg, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc de Nuremberg, eh bien, le Girso, parce que le Girso, ensuite, il a transféré il y avait tous les biens culturels juifs aussi, il n'y avait pas que des tableaux, il y avait un tas de choses. Il a transféré à des musées en Amérique, en Europe, etc. Et puis, un autre acteur intervient dans l'histoire,
c'est l'État d'Israël qui vient d'être créé et qui dit, par la bouche de M. Maurice Fischer, qui est le représentant donc, de l'État d'Israël, l'État d'Israël demande à recevoir les œuvres d'art ayant appartenu à des Juifs disparus. Et donc, les tableaux d'art Burger se trouvent dans cette catégorie qu'on appelle bien juifs non identifiés ou bien en déshérence. Je ne sais pas quelle est la catégorie, enfin bref, ils se trouvent là. Et donc, alors oui, une petite incidente, Rose Valland écrit à Enro en disant que quand même, c'est pas normal qu'il y ait qu'elle n'a pas obtenu la liste de ce qui part en Israël et que quand même, il y a peut-être des biens qui appartiennent à des Français et elle n'est pas d'accord pour que ça parte en Israël. Et Enro écrit donc à Jojard, le directeur général des Arts et Lettres, en exprimant son désaccord, en disant quand même, on ne peut pas laisser partir ces biens dont on ne sait pas si par hasard il y aurait des Français qui seraient propriétaires. Donc là, pour moi, le mystère, c'est pourquoi est-ce que les Français n'identifient pas les œuvres d'art Burger puisqu'elles sont parfaitement référencées dans les documents de 1947. Toujours est-il que donc les œuvres prennent le bateau de Brême à Haïfa, dans un bateau qui s'appelle le SS Jupiter, et dans les caisses numéros 152 et 154, on retrouve, voilà les archives israéliennes sur la liste des œuvres qui viennent de Wiesbaden, et là vous voyez tous les 10 tableaux d'art Burger, ils sont. Et donc, ça arrive à Haïfa, ensuite ça part à Jérusalem. Le musée de l'époque en Israël s'appelle le musée Betzalel. Ça arrive au musée Betzalel parce que j'ai consulté les archives manuscrites de l'inventaire du musée Betzalel. Mais ça reste à Jérusalem et ça reste dans les réserves jusqu'en 1960, où là, art Burger reçoit une lettre en lui disant « On n'a pas trouvé le favori que vous cherchez, mais on a le plaisir de vous envoyer 3 tableaux. » Et donc, sur les 10 qui sont arrivés en Israël, 3 reviennent en 61, je pense, à art Burger. Et puis, en 2008, le musée d'Israël revisite ses réserves et met en ligne les tableaux qu'ils ont trouvés, et il y a un art Burger aussi. Donc moi, j'en récupère un en 2008, et on me précise dans le certificat d'authenticité qu'il est resté roulé pendant 56 ans dans les réserves du musée. Voilà. Et il est vraiment en très mauvais état. Alors, le deuxième circuit que découvre l'artiste, c'est en février 1948. Il recherche activement ses œuvres. Il écrit à peu près, j'ai trouvé tous les 6 mois à la CRA en disant alors, est-ce que vous avez retrouvé, où est-ce que vous en êtes, j'ai appris que vous avez trouvé ci et ça. Enfin, il est très actif dans sa recherche de ses œuvres. Et c'est presque par hasard qu'en février 1943, il retrouve les lavandières au marché aux puces de Vanves. Donc, il rachète la toile. Là, on voit cette œuvre, et on voit à gauche ma maman qui est assise sur un canapé sous le tableau, donc on reconnaît bien. Et ce qui est étonnant, d'après ce que je comprends, c'est qu'il mène l'enquête. C'est-à-dire, il ne se contente pas de racheter son tableau, il va voir la vendeuse, il retourne, il écrit, je retourne voir la vendeuse, je lui demande à qui elle a acheté, elle dit qu'elle a acheté au marchand derrière, etc. Donc là, vous avez le détail. Et finalement, il demande au marchand qui lui dit que c'était des biens juifs volés, enfin spoliés, et il lui dit à qui l'avez-vous acheté, à l'huissier de justice de Sceaux, qui faisait cette vente pour le compte du COSI, du Comité ouvrier de secours immédiat. Donc mon père va voir l'huissier de justice de Sceaux et lui demande des détails, et l'autre lui dit, ben voilà, il y a eu tel. Il y a eu 7 ventes en 1943 pour le compte du COSI, et voilà leur adresse, voilà leur téléphone, et leur président s'appelle Ménard, et leurs locaux sont 213 rue Lafayette, etc. Enfin, ils donnent vraiment beaucoup d'informations.
Alors, qu'est-ce que c'est que le COSI? C'est une officine. Alors là, mes informations viennent de travaux d'historiens spécialistes de ces organisations humanitaires. C'est une officine collaborationniste, c'est-à-dire qu'il est créé après le premier bombardement allié sur Boulogne-Billancourt pour les usines Renault, qui a fait beaucoup de dégâts, qui a détruit des maisons et fait des centaines de morts. Et à ce moment-là, un petit groupe de syndicalistes collaborationnistes, plus proche de l'occupant allemand que du gouvernement de Vichy, crée ce COSI avec l'intention d'aider ces familles ouvrières qui ont tout perdu. Et donc, effectivement, ils aident ces familles ouvrières qui ont tout perdu en leur donnant de l'argent, des meubles, des biens, etc. Et évidemment, d'où ça vient ce qu'on leur donne? Eh bien, ça vient des biens spoliés, c'est du recyclage, quoi. Et ils sont en fait un organe de propagande, c'est-à-dire qu'ils critiquent les Alliés en disant que vous voyez tous les dégâts qu'ils font, etc. Et ils développent ce qu'on appelle l'assise ouvrière de la collaboration, c'est-à-dire ils développent des comités en province, voilà. Alors, ce COSI, en plus, ils ont récupéré donc l'amende, ou une partie de l'amende, je ne sais pas exactement, du milliard infligé aux Juifs de la zone nord. Mais ils ont contribué, enfin, ils se sont enrichis en vendant des meubles et en l'occurrence des œuvres d'art. Donc ça, c'est l'historien qui a travaillé, enfin qui a le plus explicité l'action du COSI, c'est Lecrom, Jean-Pierre Lecrom, qui est un universitaire de Rennes, je crois, qui a écrit un bouquin en 2013, qui s'appelle « Au secours maréchal, l'instrumentalisation des organisations humanitaires ». Et le COSI donc, est dissous par une ordonnance du 22 août 1944, et il apparaît que les dirigeants ont mené grande vie, la corruption était la règle, ils menaient grande vie, ils se réunissaient toutes les semaines chez Maxime, enfin il y a tout un tas de descriptions de cette bande qui était presque mafieuse, quoi. Et l'autre historien qui travaille beaucoup, qui a beaucoup écrit sur cette question, c'est Gilles Morin, qui lui a travaillé sur le volet politique des choses et qui considère que à la Libération, on a sous-estimé le rôle du COSI. On a sous-estimé son rôle dans la collaboration, quoi. Alors, donc, leur dépôt était à Montrouge. C'était une usine, le dépôt d'une usine, l'usine Rosan, qui était une usine de chocolat. Donc, à gauche, vous avez la photo du bâtiment de l'époque, et à droite, vous avez la photo aujourd'hui. Je suis allée. On comprend bien que ça ait pu être un dépôt, parce qu'il y a des cours intérieures. Enfin, il y a beaucoup d'espace pour stocker. Alors, j'ai donc vérifié auprès des archives de la ville de Paris comment est-ce que ce bâtiment avait été réquisitionné. Donc, il a été réquisitionné en octobre 1941 par les autorités allemandes et il a été réquisitionné au profit du comité du COSI. Donc voilà l'ordre de réquisition du 7 octobre 1941 de la commandanture de Montrouge, parce qu'il est à Montrouge. Et voilà, après, au moment du dédommagement du propriétaire pour les loyers qu'il n'avait pas perçus, on a bien la précision que la réquisition a été faite au profit du COSI. Voilà les éléments de propagande du COSI. Voilà, c'est constitué pour sauver de la misère les victimes des bombardements anglais. Voilà, donc ils emmenaient les enfants à la campagne. Et puis, ils déménageaient. Donc, je ne sais pas si c'est eux qui ont déménagé vraiment l'appartement de mes parents ou si c'est les Allemands, comme le dit la concierge, mais en tout cas, ils étaient dans le circuit des déménagements, quoi. Alors, mon père prévient tout de suite, donc il fait toutes ses découvertes en mars, et le 14 avril, il prévient M. Henrault.
en disant il y a des relevés des ventes de tableaux faites sur la requête du COSI. Les tableaux des spoliés ont été vendus en 1943, en janvier, février, mars, etc. Les tableaux étaient vendus individuellement pour les œuvres de maître et en lot pour les œuvres moins importantes. Et en face de la vente, on a le nom du marchand qui l'a acheté. Alors, M. Henrault lui répond, c'est amusant parce que c'est un peu à rôle inversé, en le remerciant. Il lui répond en juillet 1948 en lui disant merci de me prévenir et je vous serais très obligé s'il vous était possible de me faire savoir par qui ces vols ont été effectués. S'agit-il des Allemands eux-mêmes, de ressortissants français placés sous leur contrôle ou de membres d'organisations créées sous le régime de Vichy? Je vous remercie pour les renseignements que vous voudrez bien me donner. Donc là, c'est M. Henrault qui demande à M. Arburger de faire l'enquête, quoi. Alors, les catalogues de vente, donc on les a, il y en a 7, donc là j'ai mis juste 2 pages pour vous montrer qu'on a donc les œuvres, alors qui sont décrites évidemment de façon assez sommaire, et on a les acheteurs, donc on retrouve parmi les acheteurs des personnes qui font l'objet de notices dans la base Rama, comme Toulino, Théris, Louis Carré, Alphonse Bélier, Jean Schmitt, etc. Enfin, les acheteurs sont des marchands de la place de Paris, quoi. Alors peut-être qu'il y a aussi des gens moins connus, mais en tout cas, il y a des gens connus, voilà. Alors, donc moi, en fait, mon propos était de retrouver les œuvres de Francis Arburger, enfin, de les tracer, de retrouver leurs traces. Donc, je n'ai pas été plus loin dans ma recherche. Mais il y a des questions que je pose aux chercheurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec le répertoire des biens spoliés? Est-ce qu'il a été diffusé? Pourquoi est-ce que les Américains ne l'avaient pas? Pourquoi les Israéliens ne l'avaient pas en 50, 51? Quand donc les œuvres partent en Israël et que la France n'est pas d'accord, quel est le rapport de force? Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont pu discuter avec les Américains ou pas de ce départ, de cet envoi en Israël? Comment le GIRSO s'introduit dans les négociations? Et puis une question à laquelle on ne peut pas répondre d'ici, qu'est-ce qui se passe en Israël dans les années 50? Puisqu'ils reçoivent 10 tableaux d'Arburger, ils en rétrocèdent 3. Donc les 7 autres sont sur... Enfin, il y a des échanges, J'ai interrogé Yona Fischer en Israël pour lui demander qu'est-ce qu'il savait, puisqu'il avait travaillé avec le directeur du musée. Il m'a dit qu'il y avait des gens autour, qui tournaient autour du musée, quoi. Enfin, il devait y avoir, comme il y a eu en France, du coulage, comme on dit. Et ensuite, le COSI, c'est un organisme qu'on ne connaissait pas, visiblement que Henrault ne connaissait pas. Donc, quelle relation est-ce qu'ils avaient avec l'ERR? Enfin, là, c'est des questions que je laisse ouvertes. Alors, au total, dans le catalogue raisonné de Francis Arburger, j'ai identifié 30 œuvres spoliées. Donc, dans la rubrique historique de ce catalogue, je rends compte du parcours, enfin, j'essaye d'être la plus précise possible pour rendre compte du parcours jusqu'au moment où je suis sûre d'avoir identifié le tableau, c'est-à-dire jusqu'à la date où je l'ai identifié. Donc voilà, ça c'est une photo du peintre et de son épouse. Et je demande si on peut faire dérouler quelques pages du catalogue à la régie. Il est là, le régisseur? Oui. Voilà, donc je fais dérouler ça très vite, c'est juste pour vous montrer. Donc quand il y a des photos noires et blancs, en fait, c'est que je n'ai pas trouvé les œuvres, mais j'avais les photos. Et donc je mets l'information que c'est un tableau spolié, etc. Et je raconte le numéro du tableau dans le RBS et que je ne l'ai pas retrouvé. Et puis quand c'est des tableaux comme ça veut dire que je les ai trouvés parce qu'ils sont dans des musées ou ils sont chez des particuliers. Voilà, celui-là a été restitué, ce nu. Il est passé par Israël.
Voilà, vous avez les tableaux. Voilà la façon dont je rends compte, si vous voulez, de la spoliation dans le catalogue raisonné, avec à la fois des images et dans la notice écrite, la précision du parcours. Voilà. Voilà, celui-là a été restitué, en haut à droite, là. Voilà. Je vous remercie. Bonsoir à tous. En attendant que ma présentation s'affiche, je vais en profiter pour commencer par des remerciements. Je tiens donc pour commencer effectivement à remercier chaleureusement Inès Rothermund et David Zivi de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui aux côtés de Sylvie Arburger. Mes remerciements s'adressent également à mes proches et à mes amis pour leur soutien indéfectible, à mon directeur de thèse, M. Laurent Douzou, et à ma codirectrice, Mme Judith Delphiner, pour leur disponibilité, leurs conseils et leur soutien, aux conservateurs et archivistes qui m'ont apporté leur aide précieuse et pour tout le temps qu'ils m'ont accordé, entre autres Sébastien Chauffour, en charge du Fonds de la récupération artistique aux archives diplomatiques de la Courneuve, Vincent Tuchet aux archives de la ville de Paris, ou encore Pascal Rivial aux archives nationales. Je voudrais exprimer enfin ma gratitude à Didier Schulman et à Sylvie Arburger, que je remercie pour leur écoute attentive et leurs encouragements. Rencontrés l'un et l'autre en juillet 2015, en même temps qu'Inès, dans le cadre de l'université de la bibliothèque Kandinsky organisée par Didier et consacrée aux spoliations d'œuvres d'art par les nazis, ce moment fut décisif dans l'orientation de mon sujet et depuis riche de rencontres. Pour faire suite à l'exposé de Sylvie, il m'a semblé pertinent, à partir d'exemples, de rappeler le contexte dans lequel ces pillages d'ateliers ont eu lieu, mais aussi de souligner, malgré les démarches entreprises par les artistes eux-mêmes ou par leurs proches, la difficulté réelle pour parvenir à retrouver trace de leurs ateliers et de leurs tableaux disparus dans les affres de l'histoire. Pour illustrer mes propos, j'évoquerai principalement deux artistes proches de Francis Arburger, et j'élargirai ceux de Sylvie au sujet du COSI en revenant sur l'implication de la collaboration dans le pillage des œuvres d'art et des ateliers d'artistes. Après de longs mois de combats, période qualifiée de drôle de guerre, la Wehrmacht parvient à envahir la capitale en juin 1940. La physionomie de la ville a bien changé quand Jacques Bielinski commence à relater sous forme de notes la vie quotidienne d'un journaliste et critique d'art juif à Paris sous l'occupation. Le 19 juillet 1940, dans le journal qu'il tient à compter de cette date jusqu'au 17 décembre 1942, Jacques Bielinski écrit « 19 juillet, Montparnasse devenu désertique. Sur le dôme, un papier blanc en allemand, interdiction aux Allemands civils et militaires d'y entrer. La coupole totalement vide. Très nombreux ateliers abandonnés, marasme complet. » L'année suivante, le 25 février 1941, il consigne « Le peintre et sculpteur Granovski, d'origine russe, malgré sa qualité de juif, a organisé une exposition de ses œuvres sur quelques panneaux du boulevard Raspail. Il songe à rentrer en Russie, où sont déjà arrivés plusieurs artistes russes qui résidaient à Paris. » Samuel Granovski, né en 1889 en Ukraine, que vous voyez sur cette photographie, après des études d'art à Odessa et un passage par Munich à Paris en 1909, arrive à Paris en 1909. Surnommé le cow-boy de Montparnasse, il peint des portraits, des nus, des scènes de la vie quotidienne. Son appartement, mais aussi pour le sujet qui nous intéresse, son atelier, sont situés dans la cité Montmartre aux artistes, 189 rue Ordener dans le 18e arrondissement. Situé au rez-de-chaussée, cet atelier d'artiste comprend, comme c'est très souvent le cas, un atelier proprement dit et un logement ayant,
entrée, salle à manger, cuisine, débarras et WC, ainsi que 2 pièces entresolées auxquelles on accède de l'atelier par un escalier particulier. Mis sous scellé d'après les documents qui nous sont parvenus du 19 mars au 26 juillet 1943, une note du 6 août 1943 du service des réquisitions nous informe que les autorités allemandes ont fait procéder le 27 juillet 1943 à l'enlèvement des affaires personnelles, du mobilier et des objets mobiliers contenus dans l'atelier de l'artiste, donc dans l'atelier de Granowski Samuel, d'origine israélite et locataire, et que M. Granowski est redevable d'une somme de 8 516 francs et exactement 10 centimes au titre de ses loyers arriérés jusqu'au 1er octobre 1943, sous réserve de la date à laquelle il pourra être procédé à la relocation du local et sous réserve des réparations locatives. Le document qui suit, celui que je viens de vous citer, daté du 28 mars 1944, stipulant, je cite, que M. Granowski nous est redevable, y compris les réparations locatives, taxes d'ordures ménagères et d'excédent d'eau d'une somme de 12 114 francs et 50 centimes pour loyers arriérés du 1er juillet 1941 au 1er décembre 1943, date à laquelle l'appartement a pu être reloué. Donc, au 1er décembre 1943, l'appartement est reloué. Date à laquelle, en revanche, Samuel Granowski, qui ne parviendra pas à regagner la Russie, comme le laissait imaginer Jacques Bielinki, a péri depuis presque 2 ans dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Arrêté le 17 juillet 1942 dans le cadre de la rafle du Veldiv, interné à Drancy, il est déporté par le convoi numéro 9 le 22 juillet 1942. Jacques Bielinki sera lui aussi arrêté dans la nuit du 10 au 11 février 1943 et déporté sans retour le 23 mars 1943 de Drancy vers Chelm, puis à Sobibor en Pologne. Évoquer leur destin permet de rappeler que la spoliation fait partie intégrante d'un processus de déshumanisation, de stigmatisation d'une communauté, de la volonté d'éradiquer une culture, la culture juive, première étape avant la déportation desquels beaucoup ne sont pas revenus. Ainsi, parmi les 151 artistes juifs référencés par Nadine Yesaver dans son ouvrage « Peintres juifs à Paris », 64 d'entre eux ont été exterminés. En raison de l'absence de sources, ces artistes assassinés échappent pour partie à notre étude. Les tableaux avaient-ils déjà disparu entre le moment où Samuel Granowski a été arrêté et la mise sous scellé de son logement et atelier? Que contenait ce dernier lorsqu'il a été vidé? Les archives consultées à ce jour, le fonds Perrotin duquel sont extraites des informations ci-dessus, les informations que je viens de vous présenter, conservées aux archives de la ville de Paris, ne nous permettent pas malheureusement de répondre à ces questions. Et d'autres investigations pourraient s'avérer utiles pour tenter de retrouver la trace des tableaux disparus, d'autant plus qu'il n'est pas à exclure que des 44 peintures et 263 dessins aquarelles passés à la vente depuis, nombre d'entre eux ont pu être saisis dans l'atelier de l'artiste en juillet 1943. Mais, comme le souligne Didier Schulman dans l'article qui sert d'introduction au catalogue raisonné de l'œuvre de Francis Harburger que Sylvie vous a présenté, je cite donc l'extrait que j'ai retenu. « Les artistes assassinés par les nazis ne sont pas les seuls dont les œuvres manquent aujourd'hui, consécutivement aux arrestations et aux rafles. Aux fuites précipitées qui laissèrent abandonner les appartements et les ateliers, succédèrent les plus abjectes opérations de pillage, celles qui furent conduites par les services allemands dans le cadre d'un programme européen qu'ils intitulèrent « l'Action Meuble ». À la spoliation, vol légal, qui relève du processus d'aryanisation et consiste à faire passer un bien de main juive en main aryenne, se superposent les pillages réalisés essentiellement par les autorités allemandes en dehors de tout cadre légal. Donc en fait, on distingue bien 2 types de pillages. Les pillages qui sont, je fais un rappel rapide, je sais que vous connaissez probablement le sujet, mais les pillages qui sont ciblés, qui ont été préparés de longue date par l'ERR, qui est un service qui a été créé par Alfred Rosenberg, placé à Paris sous les ordres du baron Kurt von Baer de 1940 à 1943. Je renvoie d'ailleurs à la communication de Marc Mazurowski, qui a présenté l'ERR dans le cadre de ce séminaire, si vous voulez plus d'informations à ce sujet.
Et à l'ERR vient s'ajouter donc une autre unité qui est l'Action Meuble, la Meuble Action, qui est une opération confiée à Kurt von Baer à partir de mars 1942 et qui donc est en charge de piller les appartements. Donc de très nombreux appartements, 38 000 estimés à Paris, donc sont complètement vidés de leur contenu et appartiennent principalement à des familles juives déportées ou contraintes de fuir. Des appartements, des immeubles, des maisons sont également pillés dans le cadre de réquisitions, processus mis en œuvre pour ce qui concerne Paris par la préfecture de la Seine, comme nous l'avons vu dans le cas de Samuel Granowski, mais nous rencontrons également des cas similaires, bien évidemment, en province, et non pas exclusivement à Paris. Et je renvoie d'ailleurs à ce sujet également pour ce qui est de l'action meuble et du pillage des objets ordinaires au travail de Sarah Gainsburger et à sa présentation dans le cadre de ce séminaire. Elle est intervenue il y a quelque temps sous le titre, elle avait fait sa présentation sous le titre « Au-delà des œuvres d'art ». La nature même des pillages, les auteurs, allemands mais aussi parfois français, l'imbrication de plusieurs organismes à l'œuvre, véritable millefeuille administratif, explique la difficulté à retrouver trace des objets disparus et oblige à convoquer des sources de nature variée et éparses, en l'absence des archives notamment de la Dienststelle Westen. Donc là, je vais vous reparler en fait de Francis Harburger, mais sous un autre angle. Je vais vous parler donc de sa collection de tableaux, puisqu'effectivement, les archives que l'on consulte, que je suis amenée à consulter, peuvent nous renseigner sur les liens qui pouvaient unir les artistes entre eux et sur les tableaux qui constituaient leur collection. Francis Harburger perdit donc, comme Sylvie vous l'a expliqué, son œuvre d'avant-guerre, mais aussi une partie de sa collection constituée essentiellement de tableaux d'André Favori, pillés vraisemblablement par la Meuble Action en 1942, voire début 1943, dans l'appartement qu'il occupait avec sa femme, rue Hégésippe-Moreau, comme vous l'a expliqué également Sylvie. Le reste de ses biens, comme vous l'aurez compris, ayant été mis à l'abri dans les coffres de l'Alliance israélite et donc pillés probablement dès août 1940 et envoyés pour partie ou totalement en Allemagne. Nous disposons d'un inventaire aujourd'hui de 6 tableaux d'André Favori restés dans l'appartement rue Hégésippe-Moreau qui a été établi par Francis Harburger. Donc des baigneuses dans un paysage, arbres et rochers, portrait de Madame Harburger, portrait de Monsieur Harburger, un dessin sanguine encadré, des sanguines non encadrées qui représentent des baigneuses. Mais il y a également donc d'autres objets, un inventaire d'autres objets qui est effectivement déposé par Francis Harburger, que vous avez là, que Sylvie vous a présenté également précédemment, qui effectivement, en plus des baigneuses dont Sylvie vous a parlé, précise donc, comme l'atteste René Cassin le 14 novembre 1945, que se trouvaient dans les coffres de l'Alliance israélite 2 cartons à dessin renfermant 2 sanguines, un cahier de notes des conversations de Francis Harburger avec André Favori et la palette de ce dernier, signée et cassée en 2. À défaut de photographie pour en témoigner, une description par pièce de l'appartement fourni par Francis Harburger permet de savoir où les tableaux d'André Favori étaient accrochés. Le seul tableau pour lequel nous avons une photo se trouvait dans la chambre à coucher. Comme vous pouvez le voir, effectivement, il y a un tableau qui représente des baigneuses. Il ne s'agit pas des baigneuses que Sylvie vous a présentées précédemment, mais d'un autre tableau qui se trouvait dans la chambre à coucher et qui s'intitule « Baigneuses dans un paysage ». Une autre toile de Favori était également accrochée dans la chambre, le fameux paysage avec arbres et rochers, représentant des arbres et des rochers, mais pour lequel nous n'avons pas de photographie. Au niveau du balcon se trouvait enfin portrait de Madame Harburger, portrait de Monsieur Harburger et une sanguine, un nu vu de dos. Malheureusement, les photos que nous avons effectivement et que Sylvie a eu la gentillesse de m'envoyer ne représentent pas les tableaux en question. L'importance du nombre de tableaux d'André Favori dans la collection de Francis Harburger, que ce dernier appréciait pour ses qualités de composition, la franchise du coloris et la maîtrise de l'exécution, atteste de l'amitié qui unissait les 2 artistes depuis leur rencontre en 1925. Maintenant, je vais vous parler plus longuement d'André Favori, parce qu'en fait, André Favori était un proche, effectivement, de Francis Harburger, mais le hasard a voulu que je découvre aux archives, notamment de la Courneuve, aux archives diplomatiques de la Courneuve, le pillage dont
a été victime, alors pas directement André Favory, puisqu'il est décédé en 1937, mais sa veuve. Donc, André Favory est né à Paris le 29 mars 1889. Il décède avant la guerre, comme je viens de vous le dire, le 5 février 1937. Élève de l'Académie Julian en 1913, dans le cadre de laquelle il rencontre notamment André Lhote, André Favory est à ses débuts influencé par le cubisme. Mais au cours d'un voyage à Bruxelles, il découvre les œuvres de Rubens qui vont profondément modifier sa manière de peindre. Connu pour ses paysages et ses nus, il expose régulièrement au Salon des Indépendants, au Salon d'automne, au Salon des Tuileries et à l'étranger, à Bruxelles, Londres, Genève ou encore à New York. Des expositions particulières lui sont consacrées, entre autres chez Bertweil en 1923 et à plusieurs reprises à la Galerie Druet. Ses œuvres sont aujourd'hui conservées dans différentes institutions, au Musée d'art moderne de la ville de Paris, au Musée de Grenoble, au Petit Palais à Genève ou encore à l'étranger, à Riga, Stockholm ou Moscou, pour ne citer que quelques villes. En 1926, Edmond Jaloux fait paraître à son sujet, dans la collection Les peintres français nouveaux, un ouvrage illustré de 28 reproductions de peintures et de dessins. À son décès, malade depuis 10 ans, André Favory laisse derrière lui une œuvre nombreuse et une association des amis d'André Favory est créée, à laquelle donc Francis Arburger participe et dont il était membre. À la fin de la guerre, plus exactement en juin 1946, Tosca Favory, que le peintre avait épousé le 14 novembre 1933, il y a d'ailleurs le faire-part de mariage qui se trouve dans le dossier d'artiste consulté à la bibliothèque Kandinsky. Donc Tosca Favory effectue une déclaration auprès de l'Office des biens et intérêts privés et auprès de la Commission de récupération artistique. Elle adresse un courrier le 24 juin 1946 à M. Henrault. Je la cite. « Je vous envoie comme convenu la liste des tableaux, dessins, sanguines et aquarelles en 4 exemplaires de mon mari qui m'ont été dérobés pendant l'occupation des troupes allemandes dans ma villa à la Cadière d'Azur dans le Var. Je regrette de ne pouvoir joindre les photos concernant tous ces tableaux. Après avoir cherché, je ne peux rien trouver. Je l'espère que malgré cela, la chance nous favorisera et je pourrai rentrer en possession peut-être de ces précieuses toiles. Je vous remercie pour le zèle que vous donnerez et vous prie avec mes remerciements d'accepter mes sentiments les meilleurs. Tosca Favory. » D'après les éléments portés au dossier, les biens mobiliers auraient été dérobés par les troupes allemandes pendant l'occupation de la villa La Cadière d'Azur entre fin 1942 et le 12 août 1944. L'inventaire est le suivant, donc je ne vous le détaille pas, vous l'avez sous les yeux, mais il comprend donc une composition baignade, je cite quelques titres. 2 nus couchés sur un divan, fond beige, coussin rouge, une nature morte, pêche raisin, un paysage, la Cadière village, un portrait au foulard bleu, ma femme, donc c'est un portrait que André Favory a peint de Tosca, blonde, un paysage avec marqué le portail. Voilà, quelques indications sont portées. Il y a en tout donc 16 lignes. Les 2 dernières concernent 50 dessins et sanguines, 10 aquarelles pour la dernière et également de l'argenterie. Et pour chacune des œuvres, nous avons donc des indications de dimension, de format et également de valeur. De l'atelier d'André Favory, situé du vivant de l'artiste 2 rue Auguste Vitu dans le 15e arrondissement, il nous reste en l'absence de photographie une description de Charles Fegdal qui lui consacre un chapitre dans son ouvrage Atelier d'artiste paru en 1926. Je le cite. « Aller chez Favory, c'est trouver, dans Paris même, l'occasion rare d'une pittoresque, champêtre et délicieuse excursion. Après avoir gravi l'escalier à la rampe de bois massif, me voici dans l'atelier tout baigné de lumière pure. Favory me mène à une chambre qui forme le fond d'un côté. Favory, tout en parlant, me ramène à son atelier. Je l'écoute et je songe combien Favory, peintre de nu, aborde la femme avec franchise et hardiesse, combien ses valeurs picturales et plastiques sont sensuelles, évocatrices d'une vie forte et d'une joie saine, dans le plaisir de respirer librement sous les caresses de l'air tiède et du soleil. Puis je regarde l'atelier. Près d'un divan, une énorme palette repose sur un meuble à couleurs. 2 vases de cuivre regorgent de brosses et de pinceaux. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est si la palette évoquée dans le texte de Charles Fegdal, qui date quand même de 1926,
correspond à la fameuse palette que cherche Francis Harburger, qui lui a été volée dans les coffres de l'Alliance israélite en 1940. Et ce que ne dit pas non plus l'histoire, c'est si ce fonds d'atelier en fait, d'André Favory a été déplacé de la rue Vitu de Paris en fait, à l'Acadière après le décès de l'artiste. Là, sur le contenu en fait, de l'atelier à Paris, resté éventuellement à Paris et à l'Acadière, je n'en sais pas plus que ce qui a été prélevé, en tout cas à l'Acadière, mais peut-être que d'autres toiles se trouvent ailleurs. Tosca Favory étant d'origine polonaise, est-ce pour cette raison que sa villa a été occupée ou pour toute autre raison ? Aucun élément de réponse sur les conditions dans lesquelles ce pillage s'est produit ne peut être apporté et aucune photographie des œuvres n'est jointe au dossier de réclamation. Par ailleurs, aucun tableau, a priori, n'a été restitué à Tosca Favory. Il y a bien quelques toiles de l'artiste qui ont été restituées, mais à des collectionneurs et non pas à la veuve de l'artiste. Ce pillage permet néanmoins d'illustrer une saisie en province, à l'Acadière d'Azur, d'un atelier ou tout au moins d'une partie d'un fonds d'atelier suite a priori à l'occupation de la villa appartenant à André Favory par les troupes d'occupation. Enfin, toujours concernant Favory, une découverte récente m'intrigue. En effet, et elle est d'autant plus récente qu'elle date d'il y a 3 jours, je crois, à peine. Donc je vous la livre toute fraîche. À l'automne 1943, la galerie Bourdex, B-O-U-R-D-E-I-X, je ne sais pas comment cela se prononce, ouverte depuis peu, en février de la même année, donc on est à l'automne 1943, rue Bonaparte à Paris. Cette galerie organise une exposition rétrospective de Favory au sujet de laquelle le journal France-Europe écrit « Le mot de rétrospective est un peu fort pour qualifier une semblable exposition. On a tout de même réuni des œuvres de qualité en assez grand nombre et quelques-uns des plus remarquables tableaux de ce peintre. Les Grandes Baigneuses, le Crystal Palace d'Anvers, L'après-midi au Quercy et de très beaux nus. » Alors vous ne le voyez peut-être pas, mais effectivement parmi les œuvres que je vous ai citées, il y a notamment une baigneuse qui a l'air d'être, qui pourrait éventuellement correspondre. Mais je n'ai pas plus d'informations concernant donc ces tableaux. Cette même galerie exposera des toiles de Favory en août 1945. Mais d'où proviennent ces toiles? Ont-elles été prêtées par Tosca Favory? Des investigations supplémentaires mériteraient d'être menées au sujet du pillage, mais aussi de cette galerie, dont le nom disparaît à son tour de la presse artistique dès 1945. Mystère. Je vais vous parler maintenant d'Henri Valency. En fait, l'atelier d'Henri Valency, qui est cousin de Francis Harburger, a également été pillé, comme en attestent les dossiers de réclamation consultés à son sujet. Je vais vous dresser rapidement une biographie. Donc, né le 17 septembre 1883 à Alger, Henri Valency s'installe à Paris en 1898, où il suit l'enseignement de l'École des Beaux-Arts et expose au Salon des Orientalistes dès 1905 et au Salon des Indépendants de 1907 jusqu'en 1930. En 1912, il expose aux côtés, entre autres, de Marcel Duchamp et Fernand Léger à la mythique Section d'Or, nom donné à un groupe d'artistes formé en 1911, rattaché au cubisme. À partir de 1913, une exposition particulière lui est consacrée à la galerie La Boétie, où plus de 250 tableaux sont présentés. De nombreuses expositions sont également organisées à l'étranger, à Alger, mais aussi à Dresde, Chemnitz, Leipzig ou en 1914. En 1923, une rétrospective de son œuvre a lieu à Rome, organisée par Marinetti. En 1932, il crée l'Association des artistes musicalistes, dont il est président, et dont le deuxième salon a lieu chez Bernheim Jeune en mars 1934. De 1936 à 1939, il poursuit ses recherches sur un procédé que l'artiste nommera ciné-peinture. Donc là, vous voyez Valency représenté dans son atelier. C'est une photo qui date de 1946, donc qui est postérieure au pillage dont il a été victime. Son logement et son atelier, siège par ailleurs de l'Association des artistes musicalistes, se trouvent aux 11 places de la Porte Champéré dans le 17e arrondissement. Ce document est conservé dans son dossier, dans le dossier d'artiste qui se trouve à la bibliothèque Kandinsky. Contraint de fuir en 1940, il se réfugie en Algérie où il retrouve Francis Harburger. De retour à Paris à la fin de la guerre, il constate que les Allemands ont dévalisé son appartement et son atelier, emportant, outre son mobilier complet, un certain nombre de tableaux et des objets de collection, dont une toile attribuée à Poussin, et sa bibliothèque ainsi que tous ses effets personnels.
D'après les témoignages versés au dossier dommages de guerre, témoignages qu'il est fréquent de trouver dans les dossiers de réclamation, le pillage aurait eu lieu en mars 1944. Henri Valency précisant à ce sujet « Tout fut enlevé par les Allemands et transporté par eux dans des voitures de la maison, alors dit-il Roisier, j'ai fait des recherches, en fait il s'agirait de la maison Roissin qui se trouve 36 avenue de la République dans le 11e arrondissement. Aucune trace depuis, la cause apparente est ma religion juive. » Bien que la plupart des toiles d'Henri Valency aient, semble-t-il, pu être mises à l'abri pendant l'occupation, quelques tableaux qui lui ont été volés sont décrits par l'artiste, parmi lesquels l'Acropole au Jardin Rose, que j'aurais aimé vous montrer, mais que je n'ai pas réussi à récupérer et que vous trouverez en revanche sur le site internet qui lui est consacré. Au sujet de cette toile, il est indiqué entre autres par Valency dans sa déclaration qu'il s'agit d'une peinture à l'huile, d'une peinture impressionniste assez empâtée, large retouche, tonalité générale rose, vert, jaune, toile de 25 formats marine. Derrière un rideau d'arbres, l'acropole apparaît en pleine lumière, au premier plan des piliers roses d'une clôture de jardin qui s'ouvre par une porte à claire-voie, en haut de quelques marches. Et d'ajouter que des tableaux, études, gouaches, aquarelles, esquisses qu'il ne peut ni dénombrer ni décrire, soit impressionnistes, soit musicalistes, certains signés de son nom et qui se trouvaient dans son atelier ou son appartement, ont été emportés dans les mêmes circonstances. À défaut de photographie, des croquis du mobilier réalisés par l'artiste sont versés au dossier, représentant la chambre à coucher en érable teinte bleue, l'intérieur rouge, exécutée en 1928 par Henri Valency, la bibliothèque en chêne, grande porte vitrée, le buffet au sujet duquel il est indiqué par l'artiste. Il n'y a peut-être que 4 tiroirs, le vaisselier semblable, mais sans tiroir, et un croquis, enfin, de la table de salle à manger. Donc vous avez, en fait, voilà, la chambre à coucher et le vaisselier, le buffet, la bibliothèque. Une liste de plusieurs pages, pièce par pièce, est également dressée par Henri Valency des biens mobiliers, des objets du quotidien qui se trouvaient dans son appartement avant la guerre, avec un réel souci du détail. Une paire de rideaux soie rouge dans la chambre à coucher, ou encore une liste de simples articles de ménage, des vêtements, des tapis. Témoignage non seulement de l'attachement aux objets ordinaires, mais aussi des difficultés nombreuses rencontrées par les artistes au sortir de la guerre pour faire face au quotidien, sachant qu'entre autres mobiliers, le matériel professionnel a souvent disparu, les empêchant de reprendre leur activité et de poursuivre leur carrière brutalement interrompue au début de la guerre. Il est difficile, encore une fois, de savoir précisément ce que contenaient les ateliers et de connaître le sort des tableaux, peintures, sculptures qui s'y trouvaient et par qui ils ont été saisis. S'il est incontestable que ce sont majoritairement les Allemands systématiquement inculpés dans les dossiers, nul doute que les Allemands ont pu agir, voire redoubler d'efficacité, comme vous l'a expliqué aussi tout à l'heure Sylvie, grâce à l'aide de la milice française. Là, je vous livre une deuxième découverte récente qui m'intrigue également. Lors de recherches menées pour tenter effectivement de retrouver traces du devenir des ateliers d'artistes pendant l'occupation, je tombais sur une annonce datée du 19 juillet 1941, pour le moins intrigante. Je cite « J'achète des vieux tableaux et les fonds d'atelier des peintres à n'importe quel état. Alexandre, 4 rue Drouot, Paris. » Je décidai donc, très intriguée par cette découverte, d'élargir ma requête à partir de ces 2 informations que sont Alexandre, rue Drouot et le numéro 4 aussi. J'ai cherché longuement. J'ai fini par tomber sur un 2e article qui m'a permis d'identifier le fameux Alex. Alex, en fait, est Alex Villaplana, ne vous parlera sans doute pas, ancien joueur de football international, et de comprendre rapidement, en fait, pour qui il œuvrait. Des investigations complémentaires dans les archives nationales me permirent d'en préciser le profil. Né le 24 février 1904, il demeurait à Paris, 4 rue Balny d'Avricourt, dans le 17e arrondissement, où il vivait depuis le 1er août 1944 et menait une vie luxueuse. Inculpé d'intelligence avec l'ennemi, indicateur pour les affaires d'or, percevant un pourcentage de 10% sur les affaires traitées par la Divisionsschutzkommando, Alexandre Villaplana, dit Alex, était détenteur d'une carte du service de la rue Lauriston, Gestapo française qui l'aurait intégrée fin 1941. Revêtu d'une tenue de lieutenant allemand lors de différentes expéditions, notamment en Dordogne, il aurait par ailleurs procédé à l'arrestation de plusieurs personnes remises aux Allemands. D'après un rapport de police
d'après un rapport d'un inspecteur de police établi à son sujet le 6 octobre 1944, Villa Plana se lança au début de l'occupation dans de grosses affaires de marché noir, commis des vols dans des locaux appartenant à des juifs avant de faire la connaissance d'Henri Chamberlain, dit Lafont, et de Pierre Bonny en 1941, et de participer à de nombreuses opérations dites de faux policiers. Arrêté le 24 août 1944, Villa Plana sera condamné à mort. Pour ce qui est des tableaux et des fonds d'atelier qui auraient transité par son intermédiaire, nulle trace n'a été trouvée à ce jour. Et les archives de la rue Lauriston, au dire de Villa Plana, mais visiblement, effectivement, elles n'existent pas, auraient été détruites avant l'arrivée des Alliés. Pour conclure, les parcours individuels, parce que je crois que je n'ai pas le temps de parler d'une autre artiste, donc je conclus. Les parcours individuels qui viennent d'être évoqués permettent d'illustrer la difficulté réelle à identifier, dans des fonds éparpillés et hétérogènes, les ateliers qui ont été pillés en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Notre corpus, loin d'être exhaustif, est composé essentiellement de peintres, mais aussi de quelques sculpteurs juifs pour la plupart, mais aussi non juifs, qui ont en commun d'avoir été dépossédés de leurs œuvres. Artistes méconnus pour la plupart et oubliés de la grande histoire de l'art, les sources, bien que parfois lacunaires, permettent de comprendre sur quels critères et dans quelles conditions leurs ateliers ont été pillés. Au-delà des informations relatives aux mécanismes des pillages et spoliations mis en œuvre pendant l'occupation, les archives reliées entre elles font sens et nous livrent également des éléments biographiques précieux, nous laissent entrevoir les liens qui unissaient les artistes entre eux, nous informent sur leurs œuvres, mais aussi sur leurs collections, sur leurs difficultés à vivre, à survivre pendant l'occupation et à récupérer pour ceux qui ont survécu après la guerre les biens dont ils ont été dépossédés. Je vous remercie. Je m'installe là. Merci beaucoup à Sylvie Burger et Sophie Julliard pour ces deux présentations. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je voulais simplement peut-être engager une petite discussion et vous laisser poser des questions, vous le public. Merci en tout cas beaucoup pour cette présentation. Beaucoup de choses à dire. C'est toujours assez frappant de voir dans les différents cas que vous avez cités toute l'entreprise de recherche aussi, bien souvent, qui a dû être celle des artistes lorsqu'ils ont survécu. Vous avez dit, montrer toutes ces démarches, toutes ces lettres, ces démarches qu'entreprend Francis Burger, ces lettres qu'il écrit. On lui demande à lui d'expliquer ce qui s'est passé. Et donc c'est toujours assez frappant de voir combien de temps cela a duré après, combien de temps les victimes elles-mêmes doivent lutter pour essayer de récupérer des biens. Et on voit que ces biens, que ces biens, et Sophie le disait, sont les outils de travail aussi. Ce sont leurs œuvres sont leur création, mais ce sont aussi leurs outils de travail pour pouvoir continuer après la guerre. Et merci d'avoir retracé cela avec aussi ces surprises de la recherche, votre grand-mère qui apparaît sur une property card, sur un écran d'ordinateur. Donc je crois qu'il y avait beaucoup de choses qui sont évoquées à travers ces différentes figures. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais évidemment, il y a un travail qui continue, enfin, vous l'avez évoqué, mais un travail de recherche de provenance. Et vous avez évoqué des œuvres qui passent encore sur le marché. Il y en a certainement, et on espère peut-être toujours voir l'une de ces œuvres de Francis Burger ou des autres artistes ou de favoris peut-être un jour être identifiés par certains d'entre vous qui êtes ici dans le public. Merci en tout cas. Peut-être Inès voulait poser une première question, faire une première remarque avant de passer la parole au public. Oui, merci d'abord aux deux intervenantes. C'était passionnante et très riche, et on voit effectivement à quel point vous êtes rentrés dans
dans le détail et que la recherche continue. Je ne veux pas du tout monopoliser la parole, mais juste une question qui m'est venue tout de suite au début de ton intervention, Sylvie, c'est concernant la situation en Algérie. Je trouvais ça intéressant que tu as souligné que pendant la guerre, donc ton père, il pouvait tout à fait travailler, peindre, exposer, vendre. Est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'on connaît, je ne sais pas, des études sur le marché de l'art, des activités des artistes? Est-ce qu'il y avait peut-être aussi des groupes? Donc on a appris que ton cousin aussi était parti, enfin pas le cousin de Harburger. Est-ce qu'il y avait une sorte d'organisation d'artistes pendant la guerre en Algérie? Est-ce qu'on en sait plus? Enfin, ce qui existait pendant la guerre, c'était en fait, Alger était une capitale artistique, quoi. Il y avait beaucoup d'artistes. Il y avait Marquet, il y avait, j'ai oublié les noms, il y avait Launois, il y avait ce que la conservatrice du musée d'Alger a appelé l'école d'Alger. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie effervescence artistique. Et il y avait même donc une école des beaux-arts municipale à Oran. Donc ça montre que... Et puis c'était Al-Azhar qui était le premier directeur du musée des beaux-arts, qui a acquis beaucoup d'œuvres. Et je suis allée récemment à Alger et il y a une collection absolument magnifique dans ce musée. Donc il y avait une vie artistique très vivante à Alger. La chose qui est étonnante pour les historiens de la spoliation, il y a un historien, je ne sais pas s'il a publié, Jean Laloum, qui était venu me voir, qui m'avait interrogé et qui me disait « Mais c'est pas possible que votre père, qui était un artiste juif, ait pu exposer pendant la guerre. » Eh bien, j'ai regardé donc les galeries en question et les artistes qu'ils exposaient. Il y avait des artistes juifs parmi eux. Donc, je ne sais pas comment ça se passait du point de vue des lois. Par contre, mon père n'a pas pu enseigner, les médecins n'ont pas pu exercer la médecine, les notaires n'ont pas pu travailler, les avocats non plus, les artisans ont été... les boutiques ont été réquisitionnées. Enfin, il y a eu, de la même façon, quand les enfants ont été exclus de l'école, mes frères et ma sœur ont été exclus de l'école. Donc, il y a bien eu des lois anti-juives, mais je ne sais pas pourquoi les galeries ont pu exposer des artistes juifs. Je peux me permettre de compléter. Pour avoir travaillé donc, au musée Massieu, Lucien Massieu était un artiste orientaliste qui a passé son temps entre Voiron, à côté de Grenoble, Paris essentiellement, et l'Algérie. Il y a des archives intéressantes, effectivement, sur l'activité artistique en Algérie, notamment pendant l'occupation. Merci. On passe voilà, directement peut-être, là. Ouais. on a des micros. Oui. Y a-t-il une question? J'aurais une question pour vous deux. En premier lieu, pour Sophie, je sais, vu que tu as parlé de Bony-Lafont, qu'il existe un dossier dans les archives de la Cour de justice aux Archives nationales sur un très très épais dossier Bony-Lafont. Et sauf erreur de ma part, ça traite de trafic d'œuvres d'art, parce que ces deux personnages ont traité dans plein d'affaires différentes. Est-ce que tu l'as consulté? C'est le dossier Z6? Oui. Oui. Est-ce que tu en as trouvé des informations intéressantes pour le dossier qui t'intéressait? Alors, concernant en fait les œuvres d'art qui sont mentionnées, j'étais pleine d'espoir quand j'ai vu des titres de tableaux apparaître. En réalité, ça ne concerne que des œuvres d'art de collectionneurs, mais en aucun cas des fonds d'atelier. D'accord. J'étais curieuse de savoir si quelqu'un avait été voir ce dossier qui était extrêmement dense sur le sujet. Et une question pour Sylvie Harburger. Je fais une veille sur le marché de l'art, notamment sur le nom de Francis Harburger, et il n'est pas rare que des tableaux passent en vente sur Drouot, sur Interenchères. Est-ce que vous faites une veille à ce propos? Et le cas échéant, que faites-vous quand vous trouvez un tableau qui est mis en vente? Je m'excuse, je n'ai pas entendu. Vous préférez que je répète ou... Je m'excuse, je n'entends pas bien.
vente, si par exemple il y a un purgé qui passe à la vente, comment en fait si tu fais une veille en fait toi-même Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je fais une veille, oui, je fais une veille, oui. J'ai déjà, par exemple, j'ai déjà publié un supplément au catalogue raisonné en 2018 et il y avait 4 œuvres d'avant-guerre. Donc les œuvres circulent. Les œuvres circulent. Par contre, je n'ai jamais vu passer un tableau de la liste que mon père déclare. Parce qu'il a exposé, il a vendu avant-guerre. Donc c'est pas parce qu'il y a un tableau qui circule qu'il a été volé. Bien sûr. Je ne peux pas savoir. Parce qu'il déclare qu'on lui a volé une centaine d'œuvres, mais il n'en nomme qu'une trentaine. Donc il y en a... Merci beaucoup. Bonjour, je suis ici. Je suis avec ma petite sœur Rachel. Nous sommes toutes les deux les filles de Georges Arditi, qui était peintre, qui est né en 1914. Et il se trouve que... Bonjour Didier. Il se trouve que, à l'occasion de recherches que nous sommes en train de faire en vue d'une exposition qui aura lieu sur son œuvre bientôt, j'ai découvert dans une autobiographie qu'il a écrite que donc mon père avait été invité par votre père, Francis, à peindre avec lui, parce qu'il appréciait son œuvre. Ils avaient 10 ans d'écart. Francis était âgé de 10 ans de plus que notre père. Donc ils ont peint à Saint-Honoré-les-Bains, dans la Nièvre, tous les deux, apparemment côte à côte, ensemble, je ne sais pas. Des paysages. Mon père précise que parmi ces paysages, la plupart ont été volés à l'occasion d'une spoliation d'atelier dont il a été victime en 1942 à Paris, place Wagram. Voilà, c'est un hasard extraordinaire. On se pose évidemment des milliards de questions, entre autres de savoir si parmi la collection de votre père figuraient quelques œuvres ou une toile de notre père, pourquoi pas, je ne sais pas. Je sais que de notre côté, il n'y avait pas de toile de Francis Harburger dans l'atelier de notre père, mais peut-être que l'inverse existe, je ne sais pas. J'ai cru comprendre aussi que l'Armée rouge avait volé des toiles aux nazis après la guerre, et que donc, possiblement, des fonds d'ateliers pillés auraient pu transiter vers la Russie, vers l'Union soviétique. Et bon, on se pose des milliards de questions. Et entre autres aussi, est-ce que, parmi les recherches que Sophie Julliard a menées, est-ce que vous avez pu isoler, déterminer des critères ou est-ce que les nazis avaient des renseignements précis en fait sur l'existence des ateliers, sur la renommée des peintres? Est-ce qu'il y avait une démarche, finalement une tactique, une stratégie, voilà, dans ces spoliations? Merci, je suis très contente de faire votre connaissance parce que je connais l'œuvre de votre père et ils sont exposés presque côte à côte à la piscine à Roubaix. Absolument. Je ne connaissais pas, je ne savais pas qu'ils se connaissaient et je n'ai pas vu de traces d'œuvres de Georges Arditi dans l'inventaire de mes parents. Par contre, sur la question plus générale de est-ce que les Allemands avaient des critères par rapport à des ateliers d'artistes, avec Sophie, on en discute souvent. Et en ce qui concerne les grands maîtres, c'est certain, mais en ce qui concerne les petits maîtres, disons, entre guillemets, comme était certainement Francis Harburger, on pense que c'est plutôt des opportunités immobilières, en quelque sorte, de récupération des appartements. Enfin, c'est une hypothèse. Alors, je vous remercie de votre question et je suis ravie également de faire votre connaissance. Je pense, comme Sylvie, donc effectivement, que les ateliers ont été pris dans la nasse des appartements, enfin des pillages qui ont touché donc les appartements qui ont été vidés par la Meuble Action dont j'ai parlé tout à l'heure. Par contre, je pense aussi que dans certains cas, il y a quand même des protagonistes, des Allemands qui connaissaient le milieu artistique parisien. Ils se connaissaient avant-guerre. On a quand même tendance toujours à oublier que tout ce petit monde connaissait... Enfin, voilà, les historiens d'art allemands connaissaient les artistes peintres français. Enfin, ils se côtoyaient avant. Enfin, il y a quand même tout un... voilà, ils ne sont pas arrivés comme ça subitement en 1940. Je pense notamment en fait à
un artiste sur lequel j'effectue des recherches qui, a priori, dont l'œuvre était collectionnée par un collectionneur important, et il semblerait que cet artiste qui n'est pas juif, qui n'avait pas de raison d'être, donc du coup, a priori, de prime abord, on a toujours tendance à penser effectivement qu'il n'a pas de raison d'être pillé. Son atelier a complètement été vidé, oui, il a perdu toute son œuvre de jeunesse. Et en fait, au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte qu'il était connu finalement des Allemands et qu'en fait, il était apprécié probablement même par certains dignitaires nazis en tant que tel. Son œuvre était appréciée. Donc voilà, c'est des histoires qui sont compliquées. Les archives nous livrent assez peu quand même d'informations globalement sur ces questions-là, mais on peut, par recoupement, parfois arriver à comprendre ce qui s'est passé. Merci. Juste une petite question. Vous ne parlez pas des Allemands actuels. Est-ce qu'il y a une veille sur le marché de l'art en Allemagne qui permettrait de repérer peut-être des échanges de tableaux, des ventes de tableaux? Vous n'avez rien dit à ce propos, ni l'une ni l'autre, donc je me permets de vous interroger. Si je peux me permettre, moi je pense qu'il y a, c'est vrai, ça c'est quelque chose, on n'en a pas parlé, mais il y a bien sûr le site lostart.de, qui est le site... la base de données du Deutsches Zentrum Kulturgutverluste, donc c'est l'organisme d'État qui organise toute la recherche de provenance en Allemagne, dans différents musées, mais aussi à l'université, etc., qui organise et surtout finance. Et ce site existe depuis plusieurs années, et tout le monde peut signaler des tableaux perdus, pillés, spoliés. Auprès de ce site, donc ça je ne sais pas. Non, mais la question c'est la veille. Oui, que je sais, mais regarde ce qui se passe sur le marché. ça c'est effectivement, j'ai bien compris. Mais je pense qu'effectivement, en même temps, j'ai pensé à ça. Est-ce que du coup, toi, tu as contacté lostart.de pour signaler des tableaux manquants? Oui, moi j'ai signalé sur tous les sites. Bien sûr, j'ai signalé sur le site de lostart.de. Il m'est arrivé une aventure, je ne sais pas si c'est opportun, c'est que j'ai signalé, parce qu'ils ont déjà des listes qu'ils ont recopiées, je pense, je ne sais pas, bon, ils ont déjà des listes, et une fois j'ai signalé que le tableau que mon père a racheté aux puces, c'était pas la peine qu'ils le mettent sur leur liste, puisqu'il existe, je l'ai vu, il est même dans un musée, etc. Et alors, c'était pas très agréable, parce que j'ai reçu une lettre qui m'a dit « Ah bon, mais alors si vous l'avez retrouvé, vous devez nous rembourser le montant qu'il a touché, lui, au moment des dommages de guerre, pour ce tableau. » Non, mais... Alors, pour répondre, pour compléter ce que tu disais, tu avais fini, Sylvie? Oui. Je t'ai pas coupé. Pour compléter, je pense que ce que je voulais aussi mettre en avant dans le cadre de mon intervention, et ça, en fait, répondrait pour partie à la question que monsieur vient de poser, c'est qu'en fait, l'objectif aussi de mon travail, il est de reconstituer des parcours d'artistes, des ateliers, mais aussi de mettre en avant, de souligner quand même qu'aujourd'hui, il y a des œuvres d'art qui passent sur le marché de l'art régulièrement de ces artistes, que ce soit Valency, que ce soit donc Granowski, que ce soit d'autres, et qu'il serait bon quand même que les maisons de vente commencent à regarder effectivement de plus près d'où proviennent les œuvres, même s'il est parfois très difficile effectivement de savoir, comme je vous l'ai expliqué, si les œuvres ont été pillées, si elles sont issues du pillage ou si elles ont emprunté d'autres canaux. Donc voilà. Oui, Nathalie Neumann, je viens exprès de Berlin pour vous remercier de les deux présentations fortement intéressantes. Merci beaucoup. Donc, en ce qui concerne Lost Art, c'est un site, une base de données qui est gratuite en plusieurs langues. Et Sylvie, si tu as une réponse par rapport à un remboursement, je pense ton message était peut-être parti dans un autre organisme, celui qui était responsable pour des indemnisations à tempère.
eux, c'est le ministère des Finances, ils sont dans l'obligation, et normalement, ton père, il a signé au moment d'une indemnisation qu'il s'engage à rembourser au cas où. C'est une formalité. Et bien sûr, c'est très douloureux de recevoir une réponse pareille. Mais ce n'est pas Lost Art. Lost Art, c'est une base de données qui est pratique, gratuite et en plusieurs langues. L'autre base de données où on peut signaler des objets recherchés et afin de défendre leur vente sur le marché international, c'est bien sûr Artloss. Mais là, je pense que c'est payant. Et donc, le marché d'art d'aujourd'hui, il est très international. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de faire une veille spécifiquement sur le marché en Allemagne. Par contre, pour le YIRSO, ça m'intéresse beaucoup, cet aspect, parce que YIRSO est difficile à accéder à leurs fonds, à leurs archives. Par contre, ils ont commencé à en faire un peu plus de transparence. Il y a des archives qui se trouvent encore à Francfort, mais je ne sais pas si, donc, si tu as pu trouver les listes et la diffusion des objets que tu cherchais, toi. Donc, c'était un procédé pour beaucoup d'œuvres qui ont été, donc, dont on savait que c'était des objets d'art, soit des judaïka, ou bien des objets d'art d'artistes juifs qui ont été versés par les collecting points à l'YIRSO, et il y a des objets qui se retrouvent aujourd'hui dans des musées allemands. Parce que YIRSO, dans un premier souci de gagner aussi de l'argent, ils ont énormément vendu de ces objets qui leur étaient confiés par les Alliés. Donc, c'est très compliqué tout cela. Pour l'Algérie, si je me permets de faire une dernière remarque, la situation bascule à un moment, puisque pour la stratégie militaire, la Deuxième Guerre mondiale se décide un peu sur la côte de l'Afrique du Nord. Et si je me rappelle bien, c'est en 1943 que la situation en Algérie est vraiment très compliquée, entre autres parce qu'il y a un des responsables missionné qui était d'abord à l'ambassade d'Allemagne en France, Zeitschel, qui est ensuite responsable pour la persécution de personnes juives en Algérie notamment. C'est un antisémite exécrable et dont il est difficilement à tracer parce que ses archives et aussi des lettres, oui, mais il est vraiment affreux. Donc, et juste pour vous dire, son archive se trouve en tant que donation privée dans l'archive du ministère des Affaires étrangères en Allemagne. Donc, pas dans les fonds officiels de l'ambassade d'Allemagne. Voilà. Bon, merci encore. Peut-être juste sur le YIRSO, donc c'est vrai que donc on n'en avait pas encore beaucoup reparlé et Nathalie vient de compléter. Il y a encore beaucoup de choses à faire et Sylvie demande régulièrement si on va pouvoir faire des recherches, si les archives sont connues. Je vais juste simplement souligner le fait que, et vous l'avez dit, les œuvres collectées, les objets, souvent des objets, alors là c'était des œuvres d'art, mais sinon ils ont collecté beaucoup de judaïka, d'objets rituels venant de communautés juives d'Allemagne et de toute l'Europe occupée. Ces objets ont été répartis dans différents musées, comme vous l'avez dit, en France. Et en France, le musée d'art juif, devenu musée d'art et d'histoire du judaïsme, a 130, 150 à peu près objets qui viennent de ce circuit. Donc ce sont des objets qui ne sont pas partis, eux, vers Israël. Et récemment, pour la première fois, et je crois que c'est assez rare qu'il y ait eu des restitutions, il y a eu ces restitutions d'œuvres de Francis Apperger par Israël, mais le musée d'art et d'histoire du judaïsme a restitué en 2021 un objet, un sac à phylactère, téphiline, et parce que c'est évidemment très difficile de retrouver la propriété, le propriétaire de ces objets qui n'ont pas de provenance vraiment identifiable. Et il y en aura peut-être d'autres encore, mais très peu. Voilà, je voulais juste simplement compléter. Enfin, moi, par rapport à la spoliation de mon père, je pense que les Allemands ont pris ce qui était dans la chambre forte de l'Alliance. Et ça, c'est parti en Allemagne. Et d'Allemagne en Israël, sauf le tableau de favoris. Et le tableau de favoris, il y a un courrier du Girjo au directeur du musée d'Israël en 1953 qui lui dit « Nous avons un grand format de favoris qui s'appelle Les Baigneuses, qui est le numéro 88 de Wiesbaden. C'est un grand format.
Il est évalué à peu près 200 Deutschmark. Les frais d'envoi, ça va être 70 Deutschmark pour le bateau. Est-ce que vraiment vous voulez recevoir ce tableau? Et malheureusement, je n'ai pas trouvé la réponse du directeur du musée Bezalel, et donc je pense qu'il a dit qu'il ne voulait pas le recevoir, parce que ce tableau n'est pas dans l'inventaire du musée d'Israël. Donc de mon côté, en Allemagne, sont restés comme tableaux qui venaient de Paris que ce tableau de favoris. Les autres sont partis à Jérusalem. Sauf si, parmi les gens qui tournaient autour du musée Bezalel, il y avait un dénommé Rosner, par exemple, sauf si des Allemands, peut-être même des Juifs allemands, étaient autour du musée de Jérusalem pour éventuellement rapatrier des tableaux en Europe. Ça, c'est possible. Ça, j'ai pas d'informations. J'ai pas d'informations. Et Yona Fischer, il me disait, c'est louche, quoi, mais on ne sait pas. Enfin, il n'y a pas d'informations. Et les archives d'Urzo que j'ai pas pu consulter, elles sont à New York. Je voudrais juste compléter par rapport à l'écoulement des œuvres. Je ne suis pas convaincue que les tableaux soient majoritairement partis, en tout cas pour ce qui est des ateliers d'artistes en Allemagne, parce qu'on en retrouve trace quand même dans certaines ventes. Sylvia en a parlé effectivement des puces, des marchés aux puces. Moi, j'ai également des témoignages d'artistes qui ont pu voir dans le cadre de leur recherche des biens qui leur appartenaient. Alors en l'occurrence, ce n'étaient pas des tableaux, c'était des biens mobiliers qui se trouvaient à Saint-Ouen en fait. Donc je pense qu'il y a quand même une partie des tableaux et du mobilier qui sont restés et qui sont quelque part encore cachés. Je reste convaincue qu'il y a encore beaucoup d'œuvres à découvrir. Non, effectivement, enfin, moi l'hypothèse que je fais et que Sophie prouve en ayant d'autres exemples, c'est qu'il y avait vraiment des marchés parallèles, enfin des marchés qui n'étaient pas du tout l'hôtel Drouot, quoi, qui étaient les marchés aux puces, les brocanteurs, que certainement... de Sceaux, oui. Il fait la vente à Sceaux. Où ça, à Sceaux? Attends, je l'ai quelque part. Pourquoi il n'est pas allé à Drouot? C'est bizarre. Il travaillait, c'était un huissier de justice de la mairie de Sceaux. Ouais. Et en attendant que Sylvie apporte la réponse, il y a énormément, moi j'ai trouvé énormément d'annonces de ventes qui ont eu lieu rue Fontaine, 23 rue Fontaine. Une salle des ventes. Et il y en a d'autres. Il y a également des annonces régulières à Trinité. Enfin, il y a plusieurs annonces et des occurrences en nombre. J'en ai trouvé, je crois, pratiquement 400 d'occurrences de vente de biens mobiliers dont, par contre, il n'est pas précisé s'il s'agit de tableaux, de meubles, mais qui ne passent pas par Drouot. Je pense que Drouot, il faut élargir à d'autres Donc, pardon, ventes. Il faisait la vente à Montrouge. Mais il y a tout un réseau. Par M. Ordet, greffier à Sceaux. Est-ce que c'était dans ce fameux local de l'usine Rosan de la rue Perrier à Montrouge, peut-être? Une autre question. Moi, je me permets juste de prendre la parole pour vous faire une proposition. Je m'appelle Delphine Devaux, je dirige les collections photographiques Roger Violet. Et il se trouve que dans les collections Roger Violet, il y a des dizaines, des centaines de milliers de photographies d'ateliers d'artistes, qu'on conserve les photographies de Laure Albin Guillot, de Boris Lipnitsky, de Pierre Schumoff, de Maurice Louis Branger, d'Albert Arlingue, de tous ces gens qui illustrent tout ce qu'on appellerait aujourd'hui des fascicules autour des artistes qui paraissent dès les années 10, les années 20, les années 30, qui visitaient tous les ateliers d'artistes, qui se connaissaient, et que comme ils étaient copains ou pas, ils faisaient des photographies des intérieurs, qui sont des photographies qui sont inexploitées parce que jugées peu intéressantes par la postérité photographique, que nous, on a montré en 2016 au Petit Palais pour toute petite partie, mais on sera ravis de faire des recherches dans les fonds par nom, en essayant d'étendre autour de tout ce qui peut intéresser chacun, de choses qui sont invisibles,
en ayant l'avantage de conserver aussi les phototypes transparents, donc très souvent des plaques de verre, qui, examinables au compte-fil, peuvent vous faire des listes de courses, si j'ose dire. Que dans ce quartier du 9e, du côté de la rue Laffitte, du côté... Bon, la rue Fontaine, là, on est déjà plus... c'est déjà Pigalle. Hein. Mais bon, j'habitais le quartier, mais il y avait énormément de galeries. Et d'ailleurs, il y a la fameuse galeriste dont j'ai oublié le nom, là, qui était une galeriste très célèbre dans les années 30. Dans ce coin-là, il y avait pas mal de galeries. Il n'y avait pas que du côté du Faubourg Saint-Honoré. Donc, effectivement, vous pouvez... Dans les archives du 9e, ou... là, vous pouvez crever dans tout entre la Trinité et Notre-Dame de Lorette. Oui, là, effectivement, et la rue Saint-Georges, enfin, dans tout ce quartier-là, il y avait pas mal de galeries. Hein. Et puis, je veux dire que cette présentation m'a fait penser au film Monsieur Klein. Et c'est un film qui est quand même, alors, il y a longtemps, je ne l'ai pas vu, qui est quand même assez ancien. Et il me semble que le cinéaste était anglais. Et donc, est-ce qu'il avait des sources? Parce que là, ce sont quand même des recherches vos recherches sont quand même relativement récentes, mais il avait quand même déjà des éléments pour... Et est-ce que justement, vous parlez des réseaux parallèles, est-ce que justement, il y a, vous voyez, ça m'a fait penser à ça. Sur le train. Merci. Y a-t-il encore une question, une remarque? Le temps se fait tard déjà. Non. Bon, mais écoutez, merci beaucoup. On restera avec l'idée de Monsieur Klein aussi, qui est un film que nous aimons bien. Merci. Merci à vous. Merci. Et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, le mercredi 15 février, pour... recevoir Emmanuel Favier, qui est écrivain et qui a publié il y a quelques mois un roman qui est intitulé La part des cendres, dont elle viendra, dont on discutera avec elle, qui parle de spoliation, pas seulement, mais sur 2 siècles, du début du 19e jusqu'à aujourd'hui, qui parle de la recherche de provenance. Et voilà, c'est encore une autre façon d'aborder le sujet, par la fiction cette fois-ci et la littérature. Donc revenez volontiers le mercredi 15 à 18h30. Merci beaucoup. Merci.